Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle formule, un nouveau concept, le Mercato Live du FC Copain. Donc on va prendre les infos qui traînent sur le Mercato et puis on va en débattre entre copains en se donnant un petit peu chacun nos avis. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, au programme, alors vous avez dû le voir dans la petite vidéo d'intro, au programme, on a plusieurs infos. La première, on va partir avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Et donc, on va poser la question, est-ce que le PSG doit recruter Lucas Chevalier cet été? Alors, est-ce que pour toi, je te lance directement mon copain, est-ce que toi, tu es plutôt team Chevalier ou Donnarumma dans ce sujet? Je fais pas forcément partie d'une team, je pense. À mon avis, tu as deux analyses pour ce transfert. Si tu as une analyse froide, sportive, tu dis bah très bien, oui, excellent. Le PSG aurait potentiellement deux gardiens de très haut niveau dans son effectif. Pourquoi pas. Après, si tu analyses plutôt sur le prisme turnover, gestion groupe, ou alors même théoriquement, si ça se trouve, avec Donnarumma qui s'en va. Alors, est-ce que finalement tu fais une bonne opération ou pas? Et là, les questions te posent. Après, je pense qu'il faut pas que le PSG ait peur aussi d'assumer pourquoi. En fait, ils veulent Chevalier. C'est pas mal. Je trouve qu'ils se cachent pas mal derrière le côté financier en disant qu'il y a une nouvelle politique sportive, financière qui fait que. Voilà. La raison donnée et ça me dérange un petit peu. Faut assumer. Est-ce que c'est réellement le côté financier ou est-ce que c'est le côté technique du profil du gars? Non, mais c'est clairement le côté technique pour moi. Pour moi, c'est une volonté même peut-être pas peut-être. On sait qu'il est très influent. Donc moi, qui vient de l'entraîneur, je pense que ça vient de Luis Enrique, ça vient des dirigeants du club, voilà, qui veulent un gardien en capacité de relancer encore mieux que ce que fait Donnarumma. On sait qu'alors il a progressé Donnarumma, mais le jeu au pied c'est toujours pas son point fort. Chevalier c'est un peu au-dessus, et je dirais même jeu au pied et même relance à la main. Voilà, Chevalier est quand même un petit peu supérieur. Après moi je fais partie de ceux qui pensent que sur sa ligne Donnarumma est meilleur. Voilà. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a plus. En fait, je vais partager deux trois infos. Je pense que sur la première, c'est le nombre de clean sheets. Ils sont quasiment sur des ratios similaires. Chevalier, il est à 48 matchs, 13 clean sheets, alors que Donnarumma, on est sur 47 matchs, 17 clean sheets, donc c'est quasiment le même ratio. Et c'est pas les mêmes équipes. Ah bah oui. Pas du tout les mêmes équipes. Donc il faut le préciser. Sur les âges, bon, 24, 27 ans, bon, on est sur des âges globalement similaires. Les valorisations, quand on regarde sur Transfermarkt, on est à un qui est à 30 millions et l'autre 40 millions, mais ça, c'est aussi, je pense, un peu le jeu et des situations contractuelles et tout ça. Moi, la vraie question, et c'est pour ça qu'on pose le débat, est-ce que t'es le PSG, tu vas recruter Lucas Chevalier cet été ou t'attends l'été prochain, sachant que Lucas Chevalier, on va pas se mentir, il n'y a pas 15 clubs qui vont se positionner là cet été dessus. Donc, si t'attends l'été prochain, tu peux terminer correctement ton histoire avec Donnarumma tout en prenant le Chevalier l'été prochain. Moi, ça me paraît très cohérent. Mais pour moi, de toute façon, pour moi, dans cette histoire, il y a zéro urgence. Si ça se fait pas cet été, c'est pas grave pour le PSG, je pense. Si ça se fait, j'ai pas de, vraiment, il y a rien d'alarmant. Ça peut se faire aussi cet été, et puis tant pis. Après, c'est vrai que c'est un peu dur parce que tu te dis, ça y est, Donnarumma fait certainement sa meilleure saison avec le PSG, et encore sa meilleure demi-saison avec le PSG, puisque la première demi-saison de Donnarumma, elle est pas encore. Il est pas fou, mais il est un peu à l'image de l'équipe. L'équipe, elle est un peu en âge. Et sur la deuxième partie de saison, on voit bien, il lève le curseur et il est décisif contre Liverpool principalement. Non, mais tous les matchs, il est décisif en fait, même si. Quand ça tourne fort au match retour, il fait 2-3 arrêts déterminants. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu dur entre guillemets, de le sanctionner par un départ cet été, alors que oui, globalement, il a fait sa meilleure période au Paris Saint-Germain. Oui, c'est sur le côté humain, ça c'est clair que ça interpelle un peu. Tu te dis, oui, bon. ça peut s'entendre. Mais comme je te disais,
au début de mon intervention, froidement, s'ils le font, tu peux comprendre. Tu peux dire, bon, bah, ils sont encore dans le côté, dans la volonté vraiment d'upgrade de l'équipe au max, le poste, et même si tu as un excellent gardien, eh ben, tu te dis, je veux un excellent gardien, mais encore meilleur en relance. Bon, écoute, ça s'entend. Ça s'entend. Bon, ça s'entend. Ça s'entend. Maintenant, pour clore le débat, toi, t'es Campos, tu fais quoi? Oh là là, moi, tu gardes Donnarumma? Non, pas Campos, parce que Campos, à la limite, il y a le côté financier qui rentre en ligne de compte. T'es Luis Enrique. Tu viens de gagner la Ligue des Champions avec Donnarumma, avec ses faiblesses et ses qualités. Tu as la possibilité, là, cet été, de faire un chevalier. Toi, tu es à la place de Luis Enrique, tu signes chevalier ou tu gardes Donnarumma? Moi, je me mets pas dans ce bourbier. Hein. Là, mon copain, c'est-à-dire que là, on est au FC Copain, il va falloir quand même que tu te mouilles un petit peu. Non, mais d'accord, mais en fait, en te répondant ça, c'est presque une réponse aussi, dans le sens où je te dis que moi, je suis à sa place et je vais même pas essayer de foutre le bordel, tu vois. Même si j'entends encore, hein, et potentiellement, peut-être que ce truc-là, que cette décision-là, je l'aurais eu, oui, peut-être la saison prochaine. Mais là, c'est vrai que c'est un peu tôt. Humainement, tu dis que c'est un peu tôt, parce que Donnarumma, c'est sûr, et c'est certain qu'il l'a mal pris. Alors, on le sait, et c'est un peu normal au niveau de l'ego. T'es là, on va pas se mentir, tu viens d'aider le PSG à gagner avec des champions, et quand on parle d'aide, on vient de le dire, voilà, décisif contre Aston Villa, Liverpool, Arsenal, même contre l'Inter, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu, il te sort quand même un arrêt un peu fou pour dire, attendez, j'ai quand même fait une parade sur ce match. Non, mais oui, moi, je peux comprendre que Donnarumma soit vexé. C'est plus ça. Maintenant, après, c'est en tant que supporter milanais, c'est aussi un peu lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné, tu ne peux pas, en tant que joueur, juste utiliser le club comme un simple pion et juste pour servir tes intérêts. Il peut y avoir des moments où le club va aussi penser à ses intérêts. Mais j'entends ta réponse. Toi, tu es à la place de Luis Enrique, tu te fous pas dans ce bourbier, tu termines la saison et tu verras l'été prochain quand Donnarumma il sera parti. Exactement. Et puis après, tu as une histoire de contrat qui, du coup, fait qu'en plus, ce serait plus simple, quoi. C'est-à-dire que tu laisses courir la fin du contrat. Bon, après, c'est con parce que tu prends pas d'argent, mais il y a aussi ça qui rentre en ligne de mire. En fait, si on peut ajouter quand même une donnée, c'est que fin du contrat, 30 juin 2026, le problème, si tu fais ça, c'est que Donnarumma, c'est 0 €. Tu vois, tu fais rien dessus. Alors que si tu le fais cette année, en vrai, tu peux en tirer un peu de sous. Donc, pour amortir, pourquoi pas, la venue de Chevalier. Donc, après, il y a l'histoire de salaire qui rentre en jeu. Mais bon, après, est-ce que le PSG est à ça près? Je pense pas. Hein, mais... Ce que j'allais te dire, parce que au-delà même de la surface financière du PSG, là, le PSG a énormément amassé entre la Ligue la Ligue des Champions plus la Coupe du Monde des clubs. Le PSG a quasiment pris 150, 180, voire même peut-être plus millions d'euros. Donc là, financièrement, j'entends ce que tu veux dire. Et ils essaient de garder une certaine cohérence. Oui. Maintenant, voilà, financièrement, on va pas se mentir, c'est pas les 40 millions ou les 30 millions qui pourraient manquer sur la valeur marchande de Donnarumma qui pose problème. C'est une question aussi d'ego. Ils ont aussi envie d'avoir la main sur ce dossier-là, qui est le dernier gros salaire et gros nom qui a été recruté de l'époque Messi et qui était arrivé en même temps. Bah oui, que Messi et tout ça. Donc oui, il y a un message à envoyer. Mais tu l'as dit au tout départ, faut assumer. Et si c'est réellement une question salariale, bon, ça veut dire que le PSG a vraiment changé complètement sa manière de voir. Il y a aussi, je pense, un mix des deux entre le salarial et le profil du joueur qui plaît pas forcément à Luis Enrique. Et après, encore une fois, on l'a dit, on peut le comprendre vu les limites qu'il peut avoir dans le jeu au pied. Donc, ça peut... Non, mais clairement. Après, le côté, c'est vrai que j'ai pas pensé, le côté un peu amusant de la situation, c'est que tu peux prendre Donnarumma à son propre jeu qui, à son départ de Milan, avait eu des déclarations en disant globalement, c'est ça le football, machin, enfin c'est le football moderne, on peut partir pour respecter avec le contrat. Et en plus, c'était avec feu Mino Raiola qui gérait ses intérêts à l'époque. Donc autant te dire que là, à cette époque-là, on pouvait partir loin. Donc oui, c'est un peu un juste retour des choses. Maintenant, bon, toi, tu te mettrais pas dessus. Donc en gros, sans être véritablement team Donnarumma, tu recruterais pas Chevalier cet été. Non, mais si le PSG le fait, le PSG aura un meilleur effectif. Techniquement, froidement, le PSG
fera une bonne opération. Tu vois, peu importe en fait. Non, mais c'est tout le creux du débat en fait. Je pense qu'on va tous être d'accord. C'est-à-dire que ça peut s'entendre. Il y a des qualités et il y a des avantages à prendre Chevalier et à laisser Donnarumma. Mais de l'autre côté, pareil, si tu gardes Donnarumma une saison de plus, est-ce que c'est réellement, il y a péril en la demeure? Je suis pas sûr réellement. Donc ça s'entend. Bon, on va passer au second sujet, qui est Nathan Zézé en Arabie Saoudite à 20 ans. Alors, sur le papier, Nathan Zézé, c'est pas forcément le joueur qui nous excite tous. Par contre, la seule chose, c'est que l'ami Nathan Zézé, il a 20 ans et il part déjà en Arabie Saoudite. Alors, est-ce que pour toi, c'est un transfert symbole de cette nouvelle mouvance ou c'est anecdotique parce qu'on parle d'un jeune espoir de Ligue 1 et c'est pas plus grave que ça. Non. Moi, c'est tout le contraire d'être anecdotique. C'est pour moi un transfert charnière parce que on avait déjà parlé de transfert charnière quand on avait eu un gros joueur qui était parti en Arabie Saoudite, un des premiers. Ensuite, quand on avait eu un joueur qui était pas totalement en fin de carrière, qui est en capacité d'avoir encore quelques années devant lui. Et là, maintenant, c'est un jeune joueur prometteur qui part en Arabie Saoudite. Et ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on a pu voir dans tous les championnats exotiques avec beaucoup d'argent. On peut refaire c'était la Russie, c'était la mode de faire ça. Ensuite, t'as vu, enfin bref, à un moment, t'as l'Inde aussi, à l'époque, tu sais, de Robert Pires, tout ça. Oui. Voilà, ouais. Donc, on va dire qu'il y a eu des périodes où on a connu ces fameux championnats. Ouais, c'est fameux Eldorado où les joueurs, ils y vont tous, sans forcément rechigner. Et il y a plus ou moins, je me souviens pareil, il y a plus ou moins différents degrés de fin de carrière du joueur, parce qu'on s'était déjà dit avec la Russie, oui, mais quand même, Eto'o, il est pas totalement fini, machin, enfin, tu vois. Donc, on sait que, mais là, pour moi, c'est inédit de voir un joueur, on appelle, maintenant, tu sais, on a dans le milieu du football, maintenant, on appelle ça des prospects et tout, de voir un jeune prospect signé dans ce genre de championnat. En fait, c'est révélateur pour deux raisons. Déjà parce qu'on a pas un changement de paradigme, mais en tout cas, on se rend compte que ce championnat-là, il a d'autres idées pour grandir, et surtout que, en fait, ça y est, il se met dans une dynamique pour être un championnat compétitif. Pourquoi pas d'ailleurs, en fait, pour avoir des chances en Coupe du Monde des clubs qui vont peut-être mettre eux beaucoup d'intérêt dessus, parce qu'ils savent que c'est l'un des seuls moments où ils vont pouvoir être confrontés à des super équipes européennes. Donc en fait, ça change un peu tout parce que tu te dis, en fait, c'est pas un truc éphémère. Ils vont réellement essayer d'être compétitifs sur le long terme avec réellement des bons joueurs et notamment des jeunes qui vont, alors ça, je sais pas comment ils vont faire, mais post-formés, entre guillemets, et essayer d'affiner pour le très haut niveau. Je suis très curieux parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément toutes les armes pour le faire, mais au moins, ils veulent se donner les moyens de le faire. Donc, là, on parle quand même d'un joueur, je vais partager les stats, on parle d'un joueur qui n'a que 32 matchs de Ligue 1. Donc, c'est dingue. Hein. Il vient de fêter ses 20 piges. Alors, ok, il était sous contrat encore pendant 3 ans, donc bien joué. Nantes avait bien verrouillé, entre guillemets, sa situation. Mais enfin, on parle quand même d'un joueur extrêmement jeune, sans énormément d'expérience, qui est même pas international A, qui a 3 sélections avec les U21, et qui part dans un club en plus qui est même pas le plus ambitieux. Neom, c'est le club repris par Christophe Galtier. Bon, il y a quelques anciens joueurs de Ligue 1, mais on parle pas d'Al Hilal ou d'Al Nasser, par exemple, qui sont les têtes de gondole. Donc là, on en parlera de pourquoi lui va là-bas, et là, on va parler juste strictement d'intérêt financier. Mais là où je voulais juste revenir, c'est que en fait, c'est étonnant pour le côté un peu inédit, mais par contre, pourquoi lui? C'est pas étonnant parce que si tu te places un petit peu dans un contexte football manager, c'est ce mec-là que tu prends parce que effectivement, une saison en Ligue 1, très jeune, il a fait toutes les divisions espoirs chez les jeunes français, donc du coup de 17 jusqu'à chez les espoirs. C'est un défenseur central français. Donc, enfin, tu vois, en fait, il coche toutes les cases des trucs un peu hype, tu vois, en mode c'est les trucs qui marchent en ce moment. Donc en fait, c'est logique presque que ce soit vers ce type de joueur
que l'Arabie Saoudite se tourne, Oui, en fait. oui, mais alors, on va dire que l'intérêt de l'Arabie Saoudite de se mettre dessus, ok, on a compris. Maintenant, et tu l'as décrit très bien, on n'est plus sur les modèles pour attirer les joueurs bling bling qui sont sur le retour. Ok, pas de problème. Mais que là, le joueur, donc, on va dire que le club saoudien se mette dessus, ok. Mais que le joueur dise oui, c'est alors que je Ah, précise, il y avait, ouais, attends, dans le délire, t'as Villarreal qui propose quasiment le même montant à Nantes, forcément un peu moins que ce que propose l'Arabie Saoudite, et que le Villarreal joue la Ligue des Champions. non, Donc mais là, attends, passe, en fait, dans les mains, t'as deux euh, et dans la propale que tu choisis, bah, force est de constater, tu as été quand même vers celle la plus lucrative et celle qui va te faire véritablement grandir sportivement. Je suis pas sûr. Je pense qu'une saison ou deux en Liga à Villarreal qui joue la Ligue des Champions, tu progresses plus que dans le championnat saoudien là maintenant. non, mais attends, c'est pas, attends, faut être clair là-dessus. Oui, c'est pas du tout un choix sportif. Non, mais ça on est d'accord. Mais C'est important. est-ce que c'est pas réellement aussi un signal qui est envoyé avec maintenant le jeune joueur prometteur? Eh ben, peut-être il va se dire, peut-être vulgairement, mais je vais coffrer pendant un temps, je vais coffrer pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et après, derrière, de toute façon, je vais pouvoir revenir dans le game parce que je vais avoir 22, 23 ans et je vais pouvoir avoir toujours une petite cote. Mais par contre, la réalité, c'est que le fameux gros contrat, ben, je l'ai déjà signé. Là où on a été habitué pendant des années avec le joueur qui signe ce fameux gros contrat à la fin de la carrière. Là, on est au début de la carrière, donc ça En change fait, pour moi, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment deux choses. En gros, la première chose pour moi, c'est que, tu sais, on parle aussi des clubs qui parfois ont des offres pour certains joueurs qui sont impossibles à refuser. Eh ben, ça y est, maintenant, on va rentrer dans l'ère. Enfin, on est déjà un peu rentré dans l'ère par le passé et tout, mais là, pour les jeunes joueurs, on va rentrer dans une ère avec l'Arabie Saoudite où ils vont avoir des offres où ils pourront pas. En fait, c'est inconscient de refuser un tel type d'offre. Parce que, en fait, tu parles des montants de transfert qui sont similaires. Très bien, hein. Mais le salaire, il y a un zéro en plus, hein. Il y a un zéro en plus. clairement. Et tu peux peut-être avoir deux chiffres en plus. Je sais pas si c'est des zéros, mais tu peux Oui, peut-être avoir deux chiffres. j'ai pas parlé de chiffres parce que c'est pas encore officiel complètement, je crois, mais c'est dingue, c'est dingue. Non, vraiment, c'est dingue. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il le fait pas, il est inconscient, tu vois. Donc après, tu peux te dire, bon, il gagnera quand même bien sa vie à Villarreal. T'as plein de gens. On peut rentrer dans la démagogie en disant, oui, mais il gagnera quand même bien sa vie. Oui, mais là, en fait, en signant en Arabie Saoudite, c'est presque sa vie c'est bon. En fait, il a l'abri, quoi. Tu vois, c'est fini. Le niveau financier, c'est terminé. Il aura plus à enfin, tu vois. Après, c'est pour ça, en fait, que ce débat est intéressant. C'est parce qu'après, c'est aussi une question de sensibilité. Alors, peut-être que très vite, je vais me faire traiter d'ancien et t'es nostalgique du foot d'avant et tout ça. Même pas forcément. Là, c'est juste, je comprends bien, on est tous amenés à apprécier plus ou moins l'argent et de vouloir assurer ses vieux jours. Ça, je peux comprendre. C'est juste, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce qui me choque, c'est le gros contrat qui arrive tout de suite. Et est-ce que derrière, moi, on fera peut-être le débat à un autre moment, mais est-ce que derrière, ça t'enlève pas un peu la faim? Est-ce que ça t'enlève pas un peu la grinta, tu sais, d'aller chercher le fameux challenge qui, normalement, allait de pair. C'est-à-dire, tu avais le challenge sportif avec les bonnes conditions salariales. Là, maintenant, tu as les bonnes conditions salariales et le challenge sportif. Je dis pas que c'est n'importe quoi, parce qu'ils sont au niveau professionnel et tout ça, mais on est sur un niveau moindre que, comme je viens de te dire, Villarreal, Ligue des Champions, Liga. Tu Non, vois, mais alors après, ça c'est le débat et je suis d'accord avec toi. Et c'est même pas pour moi une question de grinta, c'est une question d'expérience du très haut niveau. J'ai essayé d'y réfléchir là pendant que tu étais en train d'en parler. J'ai pas d'exemple de personnes, de joueurs qui vont dans des championnats exotiques et qui reviennent ensuite dans un top club européen et qui perdent. J'ai pas d'exemple là. J'ai pas d'exemple parce que c'est presque logique. Le corps il s'adapte, le cerveau il s'adapte aussi au niveau cognitif parce qu'en fait quand le jeu il va moins vite, bah toi tu t'habitues à réfléchir moins vite sur le terrain, tes réflexes sont moins rapides, tu t'adaptes en fait à un contexte sportif, un contexte technique, tactique, etc. En fait pour revenir on peut parler dans un autre contexte, le saut de qualité qu'il faut refaire derrière, il est monstrueux. Et je pense que même, et pour un jeune joueur, c'est encore pire, parce que lui, il est dans une phase de sa vie où en fait, il continue d'apprendre.
Et ben lui, le problème, c'est qu'en fait, il va beaucoup moins apprendre dans son contexte en Arabie Saoudite, et pour revenir après en Europe derrière, il va devoir cravacher. Ça va être très très dur, et je lui souhaite que ça soit le premier à vraiment réussir à le faire, parce que je pense que dans un coin de sa tête, il dit qu'il finira pas sa carrière là-bas. Mais pour revenir, mais voilà, il a rien trouvé en Europe en plus. C'est même pas comme si, tu vois, en fait, tu peux comparer avec peut-être Osimhen, tu vois, qui c'est un peu différent, mais championnat. Au moins, avec le Napoli, tu vois, peut-être que des équipes voudront, et encore, tu vois, même lui, en fait, si ça se trouve, il va peut-être finir à Galatasaray parce que, en fait, finalement, même Chelsea, c'est plus positionné, etc., etc. Donc, même lui, qui a quand même un passif en Ligue 1, où il a performé en Ligue 1, où il a eu quand même remporté un Scudetto avec le Napoli, où il a marqué aussi en Ligue des Champions, etc. Si même lui, dans ce contexte-là, il n'y arrive pas, un jeune joueur, moi, je suis pessimiste, hein, on va pas se mentir. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est plus là, en fait, on va dire le creux de ma crainte. C'est vraiment, il y a des chances que ça fasse boule de neige et que derrière, certains joueurs, dans un cas similaire, se disent, bah, regarde, Zizé, il est parti, il a été prendre le chèque, et au final, est-ce que sa carrière derrière, elle en a pâti? Bah, après, c'est ce qu'on va voir. Si derrière, il retombe dans l'anonymat et comme tu l'as dit, il n'arrive pas à revenir dans un championnat européen, bah peut-être que ça sera un signal aussi envoyé aux jeunes joueurs avec, OK, tu vas prendre le chèque, mais par contre derrière, ta carrière sportive et ta progression sportive, bon bah tu peux faire peut-être une croix dessus. Donc c'est pour ça que c'est charnière et c'est pour ça que je pense que c'est important de s'y intéresser. Au-delà de la valeur du joueur qui est, comme tu l'as dit, un défenseur central, français, prometteur, tout ça. Bon, voilà, moi j'ai pu le voir jouer, je l'ai trouvé bon, il m'a pas sauté aux yeux, j'ai pas vu la réincarnation de Beckenbauer et Maldini en face. Maintenant, oui, c'est un prospect, comme tu as dit, intéressant. Maintenant qu'ils partent en Arabie Saoudite à ces sommes-là avec aussi peu d'expérience, bon bah on va voir, on va être curieux et on va attendre de voir ce qu'il va nous donner. Bon, je te propose le sujet suivant, c'est Alexander Isak à Liverpool. Bon, alors c'est pas encore officiel, il y a pas d'officialisation tout ça, mais l'idée de Alexander Isak à Liverpool, sachant que Liverpool a déjà recruté Hugo Ekitike. Est-ce que toi, ça te paraît complètement hallucinant ou toi, dans l'esprit, tu dis tu validerais Alexander Isak du côté de Liverpool? J'ai envie de te dire, c'est un peu comme Chevalier tout à l'heure. S'ils peuvent le faire, faut le faire parce que évidemment que t'as Alexander Isak dans ton effectif, t'es une meilleure équipe. Donc après, en fait, le truc c'est que s'ils ont la possibilité financière de le faire, alors qu'ils viennent de mettre, je crois que c'était entre 80, ils ont mis combien, plus de 80 millions sur ouais, 90 sur. Ouais, 85. Ouais, bah du coup, j'ai envie de te dire, alors ça paraît dingue, hein, parce que généralement quand tu mets de telles sommes sur un joueur, c'est pour le faire jouer titulaire. Bon bah ça a pas l'air d'être le cas. Ou alors ils ont une idée parce que je sais qu'il peut également jouer sur l'aile gauche, mais écoute, je sais pas trop. Ou alors ils veulent vraiment avoir la possibilité de jouer sur toutes les compétitions et avoir, on va dire, un écart très très faible entre le titulaire et le remplaçant et qu'il y ait une rotation, mais je vais te dire, quand tu prends Isak, c'est de toute façon pour qu'il soit titulaire dans les gros matchs. Donc, bon, et s'ils ont la capacité de le faire, encore une fois, tu peux pas leur en vouloir. C'est dans le sens où, effectivement, l'équipe, elle sera meilleure. Hein. Non, sur ça, tu as raison. Et je pense que là, le débat, il se pose pas. Parce que oui, si tu as la possibilité de pouvoir prendre Isak, oui, bien évidemment, prends-le, vas-y, prends-en même 2, 3 de ce niveau-là. C'est pas la question. Moi, c'est plus, là où je veux arriver, c'est plus, est-ce que c'est vraiment pertinent, sachant que, comme on l'a dit, tu as recruté Ekitike, tu as recruté Wirtz aussi, tu as recruté déjà pas mal de gars, tu as un Salah qui est encore dans l'effectif, tu as un Gakpo qui est encore dans l'effectif. Est-ce que réellement avoir les deux neufs, est-ce que c'est complémentaire, Ekitike et Isak? Sur le papier, ça me saute pas aux yeux. Après, Marmouche avec Ekitike, ça fonctionnait bien. Je te dis pas que Marmouche, et c'est même chose qu'Isak, mais le profil à deux, Ekitike a pu fonctionner à deux et ça pouvait fonctionner. Maintenant, j'avoue qu'il y a pour moi pas mal d'interrogations et à partir du moment où tu as mis les 85 sur Ekitike, ouais, bah mets-le dans les bonnes conditions, tu vois, installe-le véritablement. Et c'est pas. Sinon, en fait, tu prends mais tu prends pas les deux, même si encore une fois financièrement tu as la possibilité, ok. Est-ce que sportivement c'est pertinent? Pour moi, non. Moi, je suis Liverpool, je ne vais pas sur Isak à 120 millions. Bon, enfin, j'entends ce que tu dis. Hein.
j'entends ce que tu dis, mais si jamais vraiment financièrement ils s'en foutent, si, il faut le faire. Si, il faut le faire parce que en fait, Ekitike, ok, super, il a fait comme tous les avant-centres en Bundesliga et notamment du côté de que ça soit Stuttgart ou Eintracht, tout ce type de clubs qui d'un seul coup vont sortir un œuf de folie qui va partir pour des sommes importantes. Sauf que derrière, on n'est pas sûr que le niveau soit maintenu dans un autre championnat, tu vois. Donc, si vraiment Liverpool a envie d'être sûr de son coup, bon bah Isaac, lui, il a déjà joué en première ligue, il a déjà performé en première ligue. C'est ça. Bon, voilà, ils disent peut-être que Ekitike c'est pas encore sûr, et pour moi, s'ils disent ça, ils ont raison, hein, parce qu'on sait jamais quand même. Et donc, du coup, pourquoi pas potentiellement juste le garder sur le banc pour voir, et après potentiellement, je sais pas, moi, le faire grandir. Si ça se trouve, ils ont juste une idée d'un bon remplaçant. Après, voilà, c'est juste que ça paraît dingue. C'est juste que c'est le nouvel adage de la première ligue maintenant. Si c'est vraiment ça le scénario, ça veut dire que maintenant, les grosses équipes de première ligue sont en capacité de mettre des 80 millions, voire plus, pour des joueurs de rotation. Ce qui serait complètement fou. Et ce qui tuerait, j'ai envie de te dire, même moi qui ai toujours été, qui n'était pas forcément alarmant là-dessus. Mais là, c'est vrai que si tu tends vers ça, tu vas briser la concurrence avec les autres championnats européens et c'est un peu triste. Mais écoute, s'ils sont en capacité de le faire, moi je les comprends en fait. Ils vont pas dire ah bah non, on est fair play, on va pas le faire, tu vois. Non, ça, bien sûr. Maintenant, tu vois, là, je partage les stats et je repartage les stats. Isaac, en Ligue des Champions, c'est que 6 matchs au moment où on parle. Donc, en termes d'expérience, ok. Expérience Première Ligue, je te rejoins. Expérience Première Ligue, l'année dernière, c'est 34 matchs, 23 buts, 5 passes décisives. Et avec Newcastle, c'est 109 matchs, 62 buts, 11 passes D. Donc, ok, la connaissance de la Première Ligue, pas de problème. Par contre, la fameuse expérience du très haut niveau, attention, Alexander Isaac, je vais pas te dire là pareil que c'est un prospect, il a quand même le niveau au-dessus, mais on parle pas d'un joueur référence qui a empilé les matchs référence dans les plus grosses compétitions depuis 2-3 ans. On parle d'un joueur qui va devoir très très haut niveau, où là maintenant il va être attendu tout le temps parce que il y a l'étiquette du gros transfert, de la grosse équipe, et que attention, de l'autre côté tu viens de le dire, peut-être que ça peut cohabiter avec Ekitike, mais peut-être que très vite on va se retrouver avec un système avec une pointe et pour les gros matchs. Ah non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et que attention, même si Ekitike c'est pas mieux en termes d'expérience Ligue des Champions, Isaac, voilà, hein, bien évidemment, pour moi, je pense que Isaac a un niveau supérieur, mais on parle pas non plus, encore une fois, d'un gars référence qui arrive avec plus de buts et pour qui. Le problème, c'est que ça, ce que tu décris là, maintenant, ça n'existe plus. Et si ça existe, c'est même pas que parce qu'on voit qu'ils peuvent mettre n'importe quel prix, c'est que c'est pas délogeable. C'est pas délogeable parce que les clubs sont pas vendeurs et que potentiellement même les joueurs bougent pas. Donc en fait, Alexander Isak aujourd'hui, c'est ce qui se ressemble le plus au meilleur neuf possible que tu peux avoir sur le marché. Je pense que Liverpool peut pas aller chercher meilleur. Il correspond pratiquement trait pour trait pour l'attaquant moderne, bon des deux pieds, bon de la tête, technique. Enfin, il a tout. Et il a 25 ans, donc il a encore la marge de progression ou peut-être son prime. Donc, ok, ça je l'entends. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est peut-être aussi pour même un manque de compétitivité. C'est-à-dire que là, dans la première ligue, cette année, t'as pour moi 3 clubs qui se détachent. T'as Chelsea, t'as Manchester City et Liverpool. Et oui, allez, comptons Arsenal aussi qui fait Jokeres. Mais là, vraiment, en dessous, Manchester United, vraiment, c'est pas. Pour moi, il y a un gap. Tottenham, il y a un gap. Newcastle qui commençait un petit peu à se rapprocher de The Big Four. Ah là, tu perds Isaac, t'auras beau le remplacer comme tu veux, ça va être extrêmement compliqué de le remplacer. Là, c'est vraiment définitivement, on comprend que la première ligue, oui, là, c'est vraiment une affaire de gros bras. Après, c'est pas nouveau, hein. Oui. Mais on passe un cap supérieur, je trouve. Le cap supérieur qu'on passe, ce serait de mettre autant pour un joueur que c'est assumé que ça deviendra un choix numéro 2 au poste ou un joueur de rotation. Ça, c'est inédit parce que tu aies des joueurs où tu mets des très grosses sommes et que au fur et à mesure dans la saison, en fait, il bascule un peu sur le banc ou il n'est pas forcément titulaire, ça arrive parce que sportivement, il peut être challengé par un joueur plus jeune
mon joueur qui a coûté un peu moins, mais qui est très performant, ça va. Mais si tu pars d'ores et déjà du principe que tu le recrutes pour pas forcément être titulaire, mais que tu mets quand même plus de 80 millions dessus, c'est inédit. Ça, j'ai jamais vu ça. Et de la même manière que pour Zézé, c'est on passe un cap. On va dire on est à un carrefour dans les transferts, et que ce genre de transaction jusqu'à présent, bah voilà, ça se faisait pas. Là maintenant, on y arrive beaucoup plus facilement et sans non plus, tu vois, t'es pas choqué de base. Après, je vais pas faire mon choqué pareil de base, mais sans que tu sois réellement choqué. Ah, bon bah ok, ils ont pris Ekitike à 90, ils vont prendre Isaac à une centaine. Bon bah s'ils ont les moyens, pas de problème. Alors que, comme on vient de le dire, bah oui, ça renvoie un message d'un joueur peut-être de complément ou de rotation acheté à ce tarif-là, ce qui est quasiment inédit et ce qui n'arrive quasiment dans aucun autre championnat, enfin qui arrive dans aucun autre championnat, ça c'est évident. Bon, je te propose de passer au sujet suivant qui est Timothy Weah, proche de l'OM, alors entre 15 et 20 millions. Alors, est-ce que pour toi, ce prix-là, c'est un bon prix ou c'est une grosse surcote pour l'ami Timothy Weah? Écoute, je suis un peu partagé parce que on a entendu beaucoup de choses sur ce joueur, notamment avec, tu sais, est-ce que ça va vraiment devenir vraiment un bon joueur? T'as le côté fils d'eux en plus qui l'aide pas. Enfin, t'as plein de choses. Et en fait, moi, je trouve que sur peut-être pas les dernières saisons, mais en tout cas, si, quoique on peut dire ça. Moi, je trouve qu'à la Juve, ça fait partie de ceux qui s'en sortent en fait, ceux qui à chaque fois qu'ils jouent, moi, je les trouve pas mauvais. Je regarde pas tous les matchs de la Juve. Hein. Je suis d'accord avec toi, sans être exceptionnel, il détonne pas forcément. Après, c'est pas la meilleure Juve de ces 15 dernières années aussi. Et on va dire, il fait un minimum le boulot. Et je vais partager une stat que j'ai vue et j'ai trouvé quand même assez ouf. Bah, cette saison, l'ami Timothy Weah, il joue quand même à 7 postes. Il joue à 7 postes. Donc, ouais, clairement, il y a une polyvalence. Ça va forcément avoir un impact sur sa saison. Il fait 43 matchs, 6 buts, 5 passes décisives, alors qu'on avait tendance à penser que Timothy Weah, c'était plutôt un joueur offensif. Mais il est piston, il est arrière droit, il est arrière gauche, il a pu dépanner devant. Moi, je pense que pour l'OM, s'il le recrute, c'est plutôt une bonne pioche. Maintenant, 20 millions comme demande la Juve, je pense que c'est quand même un poil surcoté. Moi, je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr. Ouais, peut-être, hein, mais je suis pas sûr dans le sens où quand tu vois les prix du marché maintenant, je sais pas si déjà maintenant on a le droit de s'offusquer pour des prix quand tu vois un petit peu ce qui se passe. Faut toujours garder un curseur, mais enfin, ça devient de plus en plus difficile. Et en vrai, comme tu dis, il a une capacité quand même d'être un couteau suisse qui est pour moi assez inégalée. Quand tu regardes même en Europe, là, dans les grosses équipes et tout, avoir un joueur en capacité de jouer à autant de postes, et en fait, c'est même pas de jouer à autant de postes, mais c'est d'être au moins performant d'une manière acceptable dans autant de postes, ça existe quasiment pas. Et ça, quand tu as ce genre de joueur dans ton effectif, quand tu es entraîneur, tu te régales. C'est là où je te rejoins, enfin, c'est là où je suis vachement d'accord avec toi, c'est que ce genre de joueur-là, c'est vachement utile, et tous les entraîneurs, je connais pas d'entraîneur qui ne kiffe pas ce type de profil-là, parce que tu as une galère, tu as une suspension, tu as un blessé, même en cours de match, tu dois faire évoluer ou tu dois remplacer un joueur. Bah oui, typiquement ce type de gars, sans être non plus extraordinaire quand tu vas le déplacer, bah il va te faire le boulot. Donc oui, dans le système de De Zerbi, avec en plus cette année l'idée de jouer sur les deux tableaux, ouais, mais pas forcément non plus un club en capacité de pouvoir avoir un effectif nécessaire pour jouer sur les deux tableaux. Pour moi, c'est un joueur parfait pour se fondre dans le collectif et de jouer ça 35-40 matchs au cours de la saison. Maintenant, oui, si on regarde, comme tu l'as dit tout à l'heure au tout début, avec le prisme ancien joueur offensif, tout ça, oui, là, on peut être déçu un petit peu peut-être de la tournure de Timothy Weah. Maintenant, c'est peut-être aussi un joueur qui a trouvé son juste milieu avec cette polyvalence-là, en étant un peu déchargé du côté offensif où c'était pas un tueur, et il arrive à faire une carrière plus ou moins honnête. Donc oui, pour moi, une quinzaine de millions, ok. 20, ça commence à devenir un peu surcoté. Maintenant, tu es en train un peu de me changer d'avis en gardant en tête le côté polyvalent qui peut vraiment avoir une incidence dans le prix.
peut-être. Oui. Et puis, j'ai envie de te dire un autre truc. C'est que pour moi, en arrière latéral gauche et droit, c'est pas juste du dépannage. En Ligue 1, je suis pas sûr qu'il a envié beaucoup de monde. Bon, alors, hors PSG, bien évidemment, tu vois. Mais quand tu regardes ce qu'il est en capacité de faire en arrière latéral, bah, je sais pas, en Ligue 1, moi, peut-être que je le mets titulaire dans 90% des C'est ça. clubs. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas du tout déconnant. En Ligue 1, actuellement, 2025-2026, de voir un Timothy Weah qui va arriver dans un club qui va jouer le haut du tableau et qui va rentrer dans la rotation et qui viendra peut-être titulaire, mais qui n'arrive pas, on va dire, avec l'étiquette du sauveur. Au star, mais c'est pas prévu, je pense pas. J'espère pas, enfin, je crois pas. Ah non, mais là, pour le coup, là, je pense que oui, là, si c'était le cas, oui, là, il y aurait Maldon. Mais là, c'est pas le cas, donc oui, juste les 20 millions demandés par Comoli, parce qu'apparemment, en plus, il a parlé un peu dans la presse en disant que il y avait un gars de la Juve qui lui mettait un peu des bâtons dans les roues pour ce transfert-là, et on a compris que c'était Damien Comoli, le nouveau directeur sportif de la Juve. Ouais, pour moi, voilà, l'estimation de Transfermarkt, c'est 17. Je pense qu'on coupe la poire en deux et on est bon. 17, 17, et l'OM fait plus ou moins une bonne opération. Oui, mais même jusqu'à 18, 19, voire 20, je suis pas tant choqué. En fait, c'est un joueur qui vient de la Juve. C'est généreux avec Timothy. Non, mais c'est même pas ça. En fait, c'est même pas ça. Ce que je te dis, il faut être aussi lucide avec le marché. En fait, tu recrutes un joueur à la Juventus qui a joué beaucoup de matchs. Enfin, quand tu regardes son nombre de matchs à la Juve, bah voilà, il est quasiment à 80 matchs. Pour des résultats, moi je dis honnêtement, hein, c'est un des joueurs qui a le moins déçu l'année dernière. Alors oui, effectivement, tu t'attends à ce que, qu'on parle d'autres types de joueurs sur le terrain quand tu parles d'une grande équipe comme la Juve, mais enfin voilà, il sort plutôt d'une bonne saison dans un gros club européen. Il est encore plutôt jeune. Donc, enfin, je veux dire, tu peux pas l'avoir à 5 millions. Enfin, c'est un, enfin, non, mais en fait, pareil, sur ce débat, tu es un peu en train de me convaincre que, voilà, la polyvalence, elle peut faire aussi la diff, et que, à cet écart-là, bon, peut-être que l'homme peut faire l'effort, et pour s'attacher le gars. Maintenant, après, c'est, comme on a l'habitude d'avoir des clubs en Ligue 1 qui ont du mal à finaliser certaines opérations pour 2-3 millions. Voilà. Bon, l'OM cette année semble pas être dans ce cas-là, mais bon, faudrait pas trop le surpayer. Mais allez, vas-y, allez, je vais dans ton sens. Allez, jusqu'à 20, c'est pas trop surpayé. Je te propose le prochain débat, c'est Benjamin André qui refuse le Paris FC et qui reste à Lille. Alors, est-ce que pour toi, c'est plutôt une bonne opération de la part de Benjamin André de rester à Lille et de refuser le PFC, ou toi, t'aurais pris le dernier défi si t'avais été en vrai, je trouve ça un peu étonnant, moi. Alors après, grand bien lui en face, si en fait il se sent bien à Lille et que il a plein de raisons à mon avis perso qui font que c'est la meilleure décision pour lui, hein. Mais dans l'idée, moi d'un point de vue extérieur, j'aurais trouvé ça assez cool. Il y avait vraiment un projet sympa dans un nouveau club avec un gros projet ambitieux. Il allait avoir un rôle hyper clé parce que notamment il allait avoir pas mal de jeunes. Il y en a déjà dans l'effectif. Il va y avoir certainement encore du recrutement. Et donc il allait avoir un rôle un petit peu d'encadrement des jeunes sur le terrain avec son expérience, etc. C'est un rôle qui est généralement plutôt intéressant à avoir hein, quand on est un joueur de foot, donc surtout à son poste et tout. Enfin, Pour moi, il avait fait le tour à Lille. Il a extrêmement bien performé. Il a été champion. Il a disputé avec des champions par conséquent derrière. C'est on va dire une valeur sûre. Il restera dans les mémoires du club. J'avoue que là, une dernière belle propale avec c'était un contrat de 3 ans, je crois, de la part du Paris FC. Comme tu as dit, en plus, le projet intéressant, ville de Paris, enfin, ouais, non, vraiment, j'ai pas compris. Alors oui, je pense non, il a ses raisons, je pense, mais moi, je suis comme toi, j'aurais foncé à sa place, mais ouais. Je pense. Hein, après, encore une fois, il doit y avoir. Après, il y a peut-être aussi on va dire
du perso, peut-être que il est attaché à Lille, peut-être j'en sais rien, c'est peut-être les gamins qui sont qui habitent enfin qui vont à l'école, qui sont au club de hand de la commune et tout, c'est chiant. Enfin, on va dire, voilà, tu vas pas briser le petit. Voilà, la nounou est super sympa. Enfin, tu vois, c'est mais j'essaie de trouver le truc parce que sinon vraiment après 5 ans passés à Lille, ouais, j'avoue, vraiment, tu vois, tu peux te faire un dernier kiff, comme on l'a dit, un peu ambitieux, alors ok, qui va pas jouer la Coupe d'Europe, mais Lille joue pas la Ligue des Champions non plus, donc ouais. Après, je pense que c'est surtout Lille qui voulait pas le voir partir et qui a fait l'effort. Je pense que c'est l'Étang qui a fait l'effort nécessaire pour le garder, mais voilà. Ça va pas être le débat sur lequel on va passer le plus de temps, mais j'avoue que en voyant l'info, bah, moi je suis à sa place. J'avoue, je serais parti du côté du PSG. Il a pris un peu à contre-pied en plus, pas mal de journalistes, etc., qui le voyaient, qui pensaient que c'était déjà fait. Et donc, je sais pas s'il y a eu un revirement ou pas dans les négociations, mais bon, étonnant. Après, écoute, c'est son choix, pourquoi pas. Oui, non, encore une fois, on peut entendre les raisons, sans aller jusqu'à la nounou et à l'école des gamins, mais bon, voilà, nous en tant qu'amateurs de foot, ouais, on aurait bien aimé voir un Benjamin André au PFC. Maintenant, écoute, on verra ce qu'il va donner. L'objectif, je crois, c'est de rentrer dans le top 50 des joueurs les plus capés de Ligue 1, et c'est déjà le plus capé en activité. Donc, bon, voilà. Mais du côté du PFC, il aurait pu aussi entretenir les stats. Hein. Donc, je comprends pas trop, mais bon, écoute, après, c'est les joueurs du mercato. Je te propose le sujet suivant, c'est Rui Patricio avec l'OL qui est intéressé par la venue du gardien portugais. Alors, est-ce que pour toi, là, pareil, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise idée? Je suis un peu dans l'hésitation parce que en fait, ça. Parce que moi, je suis tranché. Hein. Moi, je te le garantis, je suis tranché. C'est une très mauvaise idée. Pour moi, il est cuit, rincé, bouilli. Bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, il a bientôt 38 ans. Alors, il a eu un prime vraiment conséquent. Il était très, très, très fort à une période. Hein. Vraiment, il était monstrueux. Pour moi, c'est lui. Peut-être même, peut-être pas devant Cristiano, mais enfin, en tout cas, c'est lui qui fait partie qui permet au Portugal d'être champion d'Europe, de gagner l'Euro. Il est indispensable. Dans le jeu, en plus des Portugais qui étaient vachement défensifs et qui s'en remettaient au gardien, je suis assez d'accord. Hein. C'est les deux qui me viennent en tête directement, avec Eder. Voilà, oui, voilà. Mais donc, oui, il a été à un très, très haut niveau de perte. Maintenant, il a quand même un peu vieilli. Quand tu regardes ses dernières expériences, bah, tu parles justement avec l'Atalanta, il fait 6 matchs. Bon, on est loin du prime, quoi. On est loin du prime. Après, si tu te dis que, en fait, il va peut-être te servir encore une fois, est-ce que c'est pour être titu? Est-ce que c'est pour être dans la rotation? Est-ce que machin? Mais est-ce que du coup, pour mettre quelqu'un dans la rotation avec peut-être il va demander un salaire un peu important, est-ce que c'est une bonne idée? Si tu veux juste qu'il soit dans la rotation, j'en sais rien. Je suis je suis dans l'hésitation parce que je comprends pas bien le but. Tu vois? Après, ça montre peut-être l'incertitude dans laquelle se trouve Lyon au moment où on parle, qui a pas de gardien titulaire puisqu'ils viennent de perdre Perry qui est parti à Leeds. T'as des jeunes, on en a parlé en off dans le groupe du FC Copain avec, je crois, c'est Patouillet. Mais est-ce que réellement tu peux mettre un gamin, parce que je crois qu'il a la vingtaine, à peine la vingtaine, mais est-ce que tu mets un jeune gardien là tout de suite titulaire pour prendre la suite? Compliqué. Mais si c'est pour prendre le glorieux ancien qui a un joli nom, mais par contre qui a du mal à bouger, et dès qu'il va commencer à faire une sortie ou un plongeon, tu vas vite sentir que les années elles sont passées, mais depuis un moment. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en fait, il faut voir aussi avec les possibilités financières et même en termes d'attraction de l'OL aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, je vais te dire que ça dépend. Si vraiment c'est une idée de toute façon, on n'a pas le choix, qu'au niveau financier, c'est OK parce qu'il ne demande pas grand-chose et qu'il aura un petit peu ce rôle de j'ai peut-être loin, mais tu sais,
presque de second entraîneur des gardiens, parce qu'en fait, il va te permettre de post-former et de finir de former tes jeunes gardiens qui ont besoin peut-être de côtoyer un gardien de cette expérience-là. Pourquoi pas? Si ça se trouve, en fait, il va être dans un système où il va jouer quelques matchs, que parfois ce sera aussi un des jeunes qui va jouer, donc peut-être alterner un peu le temps de jeu et ce sera peut-être pour le mieux. En fait, si ça se trouve, nous on est là, on dit c'est pas si fou, mais si ça se trouve, il y a un monde où c'est le meilleur scénario pour lui en fait, tu vois. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle, mais si ça se trouve, c'est ça. Hein. On n'a pas ces infos. T'as raison, on n'a pas tout ce contexte-là qui permet de prendre la décision et de se dire bon bah ok, peut-être Patricio c'est pas génial, mais on a tant de budget, on a tant de trucs pour pouvoir faire tel joueur. Donc ok, je comprends bien. Maintenant, je pense que on va dire à profil un peu à profil similaire, je pense que tu peux trouver un gars un peu moins rincé. L'expérience là, tu l'as. On va dire la bonne réputation du gars, oui, c'est un gars qui a jamais foutu le bordel, c'est un gars qui peut apporter à tes jeunes, mais par contre, sportivement, quand il va être sur le terrain, là, enfin, quand il va être dans les cages, compliqué. Après, de ce que j'ai pu voir avec l'Atalanta, j'ai pas regardé tous ses matchs avec l'Atalanta, il en a pas fait beaucoup, mais je les ai pas tous vus. Oui, pour moi, il était clairement le remplaçant de Carnesecchi, et Carnesecchi, il était vraiment tranquille, vraiment une bonne tête au-dessus. Maintenant, là, du côté de Lyon, on l'a dit, c'est Patouillet, donc c'est pas Carnesecchi, on n'est pas sur les mêmes refs. Donc oui, peut-être que ça peut coller à Rui Patricio. Mais pour moi, 38 ans, ouais, je sais pas. Ou alors, il faut vraiment qu'il prenne un salaire vraiment très très bas. S'il prend vraiment le salaire bas et tout ça, bon. Si c'est ça, en fait, si ça coûte pas grand chose et que ça implique pas forcément de sacrifice vis-à-vis de Lyon qui demande pas forcément impérativement une place de titulaire, etc. Oui, pourquoi pas en fait. C'est des trucs qu'on sait pas encore. Bon, à voir. Bon, on arrive à l'avant-dernier sujet de notre petit live. C'est Joao Félix qui termine à Al Nassr. Alors, il n'y a pas réellement de question qui est posée là sur Joao Félix. C'est juste, en gros, on va dire la conséquence. J'avais juste envie de ressortir cette info parce que pour moi, c'est encore tellement symptomatique de la carrière catastrophique que mène Joao Félix. Et est-ce que pour toi, tu aurais été dans un autre club ou pour toi, enfin, tu trouves ça logique qu'il finisse maintenant à Al Nassr ou t'aurais espéré encore un sursaut avec un club peut-être moins ambitieux où il prendra peut-être moins d'argent, mais dans lequel il sera titulaire et rester en Europe? C'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu un crève-cœur avec Félix parce que tu te dis qu'il a le talent pour en fait encore faire, je sais pas, minimum quelques années dans un top club européen, mais en fait, j'ai envie de te dire, tout était tracé pour qu'il finisse par se passer ça. Tout était un peu écrit parce que quand tu vois la mentalité du joueur, l'incapacité à maintenir un niveau de performance élevé, à être régulier dans un top club européen, bah en fait, tu te dis que c'est un peu la suite logique. C'est triste parce que il a pas, ouais, ça, il a même pas 26 ans. Non. Après, on le connaît depuis longtemps. On le connaît depuis longtemps parce qu'il a explosé très 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 tôt au Portugal. Donc oui, on a l'impression qu'il est là depuis mais en fait, il est encore super jeune. Il a juste jamais réussi à maintenir un niveau de, c'est dur, mais ouais, je veux le dire, un niveau de professionnalisme assez élevé pour être un joueur important d'une grosse équipe européenne. Enfin, c'est le physique, en fait. Donc, comme on pouvait s'y attendre, malheureusement, ok, le talent, il est là. Je pense qu'il y a personne qui dira le contraire. Maintenant, c'est trop montré par intermittence. Les choix de club, je suis désolé. Alors, sur le CV, c'est très joli, hein. Benfica, Atlético, Chelsea, Barcelone, Milan. Franchement, sur la carte de visite, c'est très joli. Par contre, le seul souci, c'est dans quel club, dans quel club il a été véritablement titulaire et il a laissé une trace. À Benfica, mais encore, il est parti très tôt. L'Atlético, bah oui, gros transfert, mais derrière, il a pas su transformer les attentes. Chelsea, le bourbier par excellence en 2000, à notre époque, clairement non. Le Barça, ok, il est parti en un an.
un an là-bas, très bien, c'était très sympa, mais derrière, on te garde pas. Milan, j'en parle même pas. Et à part une picounette pour son premier match, et derrière, c'est fini, rideau, il y a plus rien à prendre. Terminé Al Nasser à bientôt 26 ans, ouais, c'est triste, c'est dommage, parce que comme on l'a dit, le talent, il est là. Mais malheureusement, c'est tristement logique, en fait. Il nous habitue à ça. Mendes faire sa carrière depuis le départ comme ça. Merci, c'est triste, mais finalement, peut-être que lui, c'est parfait, c'est-à-dire qu'il va continuer de faire, on en est à ce niveau de réflexion, hein. Il va faire ce qu'il aime, sa passion, donc il va continuer à être un joueur de football de haut niveau, il va être bien payé, il va sortir, il va kiffer sa life sans forcément avoir trop de pression. Si là, il met que 5 buts dans la saison, il y aura personne pour le faire chier. Donc en fait, lui, il a vu sa best life. Mais nous, en tant qu'amateurs de football, on est hyper déçus parce que on s'était dit qu'il ferait peut-être partie des grands joueurs offensifs dans cette période-là, et en fait, ça l'a pas été. Si tu devais déterminer sa plus grosse erreur, c'est quoi? C'est d'être parti aussi vite? C'est le choix de l'Atlético? C'est derrière l'Atlético le choix de prendre Chelsea, qui est le bourbier, comme j'ai dit tout à l'heure? C'est quoi pour toi la plus grosse erreur qu'il fait dans sa trajectoire? Pour moi, il y en a plusieurs. Déjà, je pense que c'est un joueur qui n'a pas été très très bien conseillé. Effectivement, tu as des choix de carrière qui me semblent étonnants. Alors, en fait, l'Atlético, tu peux le voir de deux manières différentes. Moi, au départ, quand je vois qu'il va à l'Atlético, je fais OK, hyper étonnant. C'est un joueur plutôt frais, très offensif, avec un profil vraiment qui pour moi, tranchait pas mal avec l'Atlético. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il est prêt vraiment à parfois, oui, quand même défendre une autre partie du match, avoir cette intensité de jeu directe, parfois avoir un projet de jeu un petit peu régressif. Bon, et d'un autre côté, je me suis dit, mais peut-être ça va lui apprendre la vie, peut-être que ça va lui permettre de passer ce gap de professionnalisme, où en fait il va jouer pour l'équipe, il va s'athlétiser. Enfin, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. La même sensation quand il signe entre. Ok, c'est pas forcément adapté pour lui, mais ça va peut-être l'endurcir et ça va peut-être lui faire du bien. J'ai eu la même sensation. Et au final, j'ai envie de te dire, c'est presque, je vais dire aucun des deux. Si, c'est plus du côté où en fait, ça lui a pas servi parce qu'en fait, il se faisait chier dans cette équipe. Il s'est pris la tête avec Simeone plusieurs fois, qui en avait marre. Lui aussi en avait marre. Donc en fait, c'était juste une erreur de casting. Donc ça n'a pas du tout eu l'effet escompté qu'on pensait. Pour moi, c'est pas celle-là la plus grosse. Celle-là, elle peut faire partie, mais comme on l'a dit, il a tenté l'expérience. Pour moi, la plus grosse, c'est derrière de signer à Chelsea. C'est de finir à Chelsea. En fait, j'allais dire, mais parce que tu le sais très bien. Bah oui, tu sais très bien que tu vas dans un bourbier, que tu as 40 joueurs sous contrat, que tu as 5 autres joueurs en concurrence. Déjà, quand tu vois le mental un peu fragile du man, si en plus tu le mets en concu, dans un championnat comme la Première Ligue, full intensité, vas-y. Non, en fait, moi, je suis d'accord, c'est une très mauvaise idée. Et même après, derrière, pourquoi pas? Peut-être qu'à la limite, son meilleur choix de carrière, c'est quand il décide de se relancer à Barcelone, sauf qu'en fait, il tombe sur des joueurs avec qui lui laissent pas de place pour s'exprimer, parce qu'il y a bien meilleur que lui, quoi. C'est ça, c'est quasiment impossible pour lui à ce moment-là, on va dire, de bâtir, parce que je pense aussi ce qu'il a besoin, d'avoir une équipe qui joue pour lui. Et encore une fois, on peut comprendre vu les qualités du garçon, mais c'est le débat qu'on peut avoir pour plein de joueurs, c'est-à-dire de vouloir rester dans des clubs très compétitifs, qui veulent gagner la Ligue des Champions, tout ça, mais dans lequel tu n'as pas ta place de titulaire. Donc, à cet âge-là, qu'est-ce qui est le mieux? D'enquiller le salaire et la carte de visite, ou de jouer? On en a parlé tout à l'heure avec Zézé et avec plusieurs. Moi, perso, je pense qu'à ces âges-là, tu dois jouer, et que les fameux contrats et tout ça. Mais t'inquiète pas, tu vas les avoir. Si justement tu joues avec régularité, tu es bon, on connaît assez le football pour savoir que derrière, ça va payer. Mais le fameux choix dès le départ, allez, je pars à l'Atlético, et ensuite, je vois que c'est compliqué, je vais me relancer à Chelsea. Bon, écoute, frérot, bah oui, j'avoue, là maintenant, 2 ans et demi après, j'apprends que tu finis à Al Nasser. Bon, suite logique. Et en fait, là où en fait malheureusement, même si tu dis Milan, pourquoi pas, là il a la potentialité d'être titulaire parce que au niveau de la concurrence, il arrive avec un statut, avec tout ce que tu veux. En fait, c'est triste. Alors même malgré son âge, mais je pense que c'est déjà trop tard parce qu'en fait, il s'est déjà tellement miné le moral avec que des échecs avant. Il a pas beaucoup joué, donc il a pas beaucoup de certitude, pas beaucoup de
ouais. Enfin, vraiment, il a peu d'expérience de titulaire à très haut niveau dans des matchs importants et tout. Donc, il arrive dans un contexte, ok, où peut-être à la limite, il a plus de chances de jouer, mais en fait, déjà, mentalement, et même, c'est triste à dire, mais peut-être même techniquement, en fait, c'est presque trop tard. En fait, il s'est pris trop de portes dans la gueule, en fait, je pense, pour repartir à 100% à Milan, quoi. Donc, il y a eu à chaque fois, même si dans les choix, et on peut se dire, bon, il va dans des clubs où il y a de la concurrence, tout ça, mais il y a eu dans les choix, il est tombé sur des entraîneurs qui, on va dire, avaient plutôt un a priori positif. Je parle pas de Simeone, mais par la suite, là, par exemple, Conceição qui était au Milan quand il vient, c'est entre guillemets lui qui pousse pour le faire venir. Donc il y a un a priori positif et au bout de quoi 7 matchs, 8 matchs, même Conceição qui demande sa venue finit par faire non, c'est pas possible. Donc c'est là aussi où on le dit, c'est pas non plus que les choix, c'est aussi ton attitude dans ces différents prêts et ces différentes expériences. Ok, ça peut se comprendre que t'étais pas le plus motivé, mais derrière c'est ta carrière. Et comme on vient de le dire, 26 ans, finir à Al Nasser, bah, c'est triste quand on parle d'un joueur du talent de Joao Félix, auquel on aurait pu penser, je dis pas forcément Ballon d'Or, mais top 5, top 10, ouais. tous les ans, ça pouvait largement rentrer en ligne de compte. Mais je pense que malheureusement, Joao, il est pas dans ce move. Bon, on part sur le dernier sujet, qui est le gros débat, mais donc, je sais pas si on fera un gros débat, mais en tout cas, on va le faire, qui est Paul Pogba peut-il revenir à son meilleur niveau? Alors, est-ce que toi, Ça peut aller vite, spontanément, hein. Ça peut aller vite parce que la réponse est non. La réponse ok, c'est jamais de la vie. La réponse c'est jamais de la vie. Mais en fait, ma réponse c'est jamais de la vie, virgule, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, non mais en fait oui, parce que évidemment que bah c'est mort. Il a bientôt 33 ans. Il n'a pas joué pendant tant d'années. Alors si déjà, tu sais, on disait, il y en a qui reviennent de championnats exotiques, qui ont du mal à revenir au plus haut niveau, etc. Lui, c'est pire. C'est que lui, à part être dans son jardin avec son prépa, il n'a pas joué. Enfin, non, mais tu vois, genre on est sur un niveau encore plus catastrophique et inquiétant, tu vois. Mais ça reste un joueur hors du commun, notamment pour son poste et tout. C'est quand même un joueur extraordinaire dans le sens premier du terme. Donc en fait, non, il sera loin de son prime, mais il va quand même faire des bonnes choses avec Monaco. Alors après, est-ce que son corps va suivre? Ça c'est autre chose, parce que si son corps ne suit pas, c'est une catastrophe. Par contre, si son corps tient, la principale interrogation. La principale interrogation, c'est est-ce que le corps suit, et est-ce que cette longue période d'inactivité, là je suis en train de balancer les stats, dernière titularisation le 16 avril 2022, 2025. Dernière sélection le 29 mars 2022, là aussi. Et depuis 2022-2023, c'est 12 matchs, 0 but, 1 passe décisive. J'ai pas voulu être méchant en rajoutant le temps de jeu, mais c'est famélique pour un joueur de ce niveau-là sur une période aussi longue. Donc oui, moi je l'ai mis en gros débat pour terminer notre live parce que c'est une question qui agite forcément et même si tu as raison sur le papier, bon, ça va aller vite, il retrouvera pas son niveau, Pogba fera toujours parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que son cas intéressera toujours et on aura toujours tendance à dire, bon, est-ce qu'il peut revenir vu que c'est un top player? Est-ce qu'il va être en capacité? Mais vu la période d'inactivité, le football tel qu'il est, le poste qu'il occupe, le championnat qu'il a choisi pour revenir, pour moi, il y a trop de contraintes pour valider un retour de Pogba au plus haut niveau. Donc, tu penses que le choix de la Ligue 1, tu penses que le choix de la Ligue 1, c'est pas bon? Tu penses que le choix de la Ligue 1, c'est bon? non, parce que je pense qu'il va physiquement, il va morfler. Et je pense qu'un un championnat type espagnol ou voire peut-être italien avec une intensité moindre, je pense que ça aurait pu, ça aurait pu coller. Ouais, mais après, il y a une question intensité, ok. Après, il y a une question de niveau parce que je pense que dans les top clubs italiens, il n'aurait pas été recruté. Donc après, est-ce que tu vas à Bologne, est-ce que tu vas à Côme, enfin, je sais pas, tu peux. Hein, mais, alors franchement, Bologne sur le coup, non. Mais Côme,
avec le projet, avec Fabregas, avec tout ça. Non, mais attends, Pogba, après, lui, il a un ego, hein. Enfin, je dis pas forcément ça en négatif ou quoi, mais est-ce que lui, il aurait accepté, je sais pas. Là, il se dit, Monaco, t'as le côté un peu quand même bling-bling du club, il revient en Ligue 1, aussi pour l'équipe de France, hein, dans un coin de sa tête, encore peut-être, je sais pas. Bon, il y a une logique. Et puis après, en Ligue 1, bon, intensité peut-être, mais il va peut-être aussi pouvoir peut-être stater un peu plus. Contre des équipes un peu plus faibles du championnat. Je sais pas, moi je me suis partagé sur le choix du championnat. Par contre, après, ouais, vas-y. non, mais après, un des trucs que je dirais aussi, c'est que si tu mets de côté, bon, vraiment, il faut mettre de côté l'aspect blessure et l'aspect, voilà, l'aspect, on va dire, capacité à enchaîner les matchs, quoi. Si tu mets ça de côté, moi, je suis sûr qu'il fera des choses intéressantes parce que même à la Juve, donc sur sa dernière année où il joue, donc il y a des problèmes évidemment déjà physiques, mais à chaque match qu'il fait, à chaque touche de balle, etc., tu sens que c'est Pogba en fait. Tu sens que c'est Pogba. Alors il a fait des matchs moyens. Hein, je dis pas que les matchs étaient incroyables, mais je l'ai jamais vraiment trouvé nul. Tu vois. Il a toujours quelque chose qui fait que un toucher de balle, premier contrôle, une passe, il a une présence au milieu de terrain qui fait que généralement quand il touche la balle, il se passe quelque chose. Donc ça, je pense que c'est un truc que tu perds pas. Non, ça, en fait, sur ça, je suis bien d'accord, et c'est d'ailleurs même pour ça qu'on fait le débat. C'est-à-dire que il inspire quelque chose, footballistiquement, humainement, tout ce que tu veux, qui fait que tu peux pas passer à côté. Donc ça, bien évidemment. Et pour ça, oui, ça peut peut-être même coller peut-être la Ligue 1 sur ce point-là. Par contre, de l'autre, tu l'as dit, c'est la période d'inactivité aussi longue dans un football, on va dire, aussi exigeant physiquement comme celui. Pour moi, ça ne peut pas coller. Il y a 2 ans de ça, on avait fait le débat sur la chaîne au sujet du retour de Benjamin Mendy en compétition, alors pour d'autres raisons, mais qui s'était arrêté, lui, pareil, pendant 18 mois. On a bien vu derrière. Physiologiquement, je pense qu'il y a un arrêt aussi long, tu ne peux pas revenir derrière. Et qu'après, oui, les qualités intrinsèques, la première touche de balle, l'aura qui peut être envoyée sur sur tes coéquipiers, la crainte pour les autres, ok, pas de problème, ça reste. Par contre, factuellement sur le terrain, on va dire faire les différences comme on a pu le voir, et je parle même pas du prime de Pogba, je parle juste d'avoir un joueur régulièrement qui peut enchaîner 70, 80, 90 minutes. Je pense que ça, malheureusement, je pense qu'on le verra pas. Donc, pour moi, assez logiquement, comme tu avais dit au tout début du débat, il peut pas revenir à son meilleur niveau, et je le vois pas faire mieux. On en a parlé en off sur le groupe aussi, pareil, du UFC Copain. Pour moi, je le vois pas faire plus que 15 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Oui, mais j'ai envie de te dire un truc. Est-ce que c'est grave pour lui et pour Monaco? Non, et c'est pour ça que peut-être que le contexte n'est pas trop mal, parce que si sur la première partie de saison, là, jusqu'à décembre, en fait, il fait que progressivement que des bouts de match jusqu'à arriver à faire des 30-40 minutes, tu vois, en deuxième période, ou alors il finit par commencer un match et être remplacé à la 50e, 60e. Pourquoi pas? En fait, peut-être que c'est ça qui va le remettre dans le rythme. Est-ce que Monaco a réellement besoin de lui titulaire journée 1? Non, parce qu'en fait, ils l'ont pris. Ils sont pas bêtes, Monaco, hein, ils l'ont pris comme un joueur d'appui. Hein, ils ont déjà leur milieu de terrain, je pense, en tête. Ah, c'est vrai. En fait, pourquoi pas? Si ça se trouve, il va progressivement reprendre le rythme. Ça va être difficile, mais en fait, il a le temps pour le faire. Il n'a pas tant de pression. Enfin, oui, effectivement, tu as une pression un peu médiatique parce que c'est Pogba, parce qu'il revient, parce qu'on l'attend, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens savent un petit peu quand même, les connaisseurs de football et même le milieu sait qu'il revient de l'enfer. Donc, on n'attend pas à ce que d'un seul coup, il redevienne titulaire, qui claque but, virgule, passe D à chaque fin. On n'est plus sur ce débat-là. Mais il y a quand même une exigence et une attente, qu'on le veuille ou non, autour de Pogba. En plus, il n'a jamais joué en Ligue 1. Donc, il y a ce côté-là. Il y a la Coupe du Monde. Il y a un fantasme qui circule avec la Coupe du Monde. Et ça alimente ce fameux débat. Maintenant, oui, là où je te rejoins, factuellement, c'est tant mieux d'avoir, pour nous qui suivons la Ligue 1, de voir un Pogba qui revient, et il y a des chances pour que il nous régale par des gestes, par des actions et par tout un tas de trucs. Ok, et que lui, ce choix de club, ça ne lui mette pas une pression démesurée. Pendant un temps, on parlait de lui à l'OM. Là, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, je pense.
est beaucoup plus risqué, en plus d'écorner son image et tout ça. Là, c'est moins le cas. Maintenant, on se pose juste la question, est-ce qu'il peut retrouver, sans aller jusqu'à son meilleur niveau, mais un niveau acceptable? Niveau acceptable, tu dirais quoi? Toi, tu le vois, Oui, allez, oui, toi, oui, oui. tu le vois terminer à quoi? 20 matchs, 10 matchs, 30 matchs ou 40 matchs à la fin de la saison? Moi, je le vois. Moi, je le vois terminer sur des stats en termes de titu et en termes de, je sais pas, des décisifs sur une espèce de demi-saison. Tu vois. Il va Donc, faire une demi-saison en une. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ce donc qui va là, se passer. là, comme tu as dit, jusqu'à décembre, bon, compliqué, on va pas trop compter sur lui. Par contre, en deuxième partie de saison, quand on va rentrer un peu dans le money time, peut-être que là, avec on va dire son intégration, plus le fait d'avoir retrouvé l'entraînement, plus la compétition, il pourra remontrer quelque chose de plus De temps en acceptable. temps, ouais, de temps en temps, pouvoir avoir une place de titulaire. Et après, bon, alors là, on est encore dans l'hypothétique parce que évidemment, si au bout de 3 matchs, il se répète, bah, c'est mort. En fait, il va faire comme Neymar. Il pourra jamais vraiment repartir au très haut niveau parce que son corps suivra pas. Mais ça, on n'est pas à son kiné Enfin, on n'est perso. pas là. Faut pas savoir. Nous, voilà, on se pose juste la question en tant qu'amateur de foot, on connaît le dossier, on vient d'en parler. Est-ce que pour nous, on a tendance à le voir revenir au fur et à mesure ou au contraire avoir du mal? Moi, je pense quand même qu'il va avoir du mal. Moi, je reste sur ma quinzaine de matchs. Je Oui, pense. oui. T'es un peu, en fait, t'es pas très loin de moi. T'es pas très loin de moi. T'es un peu en dessous quand même. Mais quand même un petit peu en dessous. Moi, je lui vois moins la fameuse deuxième partie de saison de meilleur niveau que toi. Je pense que il va galérer avec les blessures pendant toute la saison et que il va osciller entre Peut-être, trois peut-être. matchs et puis blessures et puis revenir et puis tout ça. Et que cette saison, on ne pourra pas compter dessus. Donc désolé Aurélien du FC Copain, désolé qu'il le veut absolument revenir en équipe de France. En Ça va tout être cas, chaud. Ça, par contre, ça va être chaud. là, franchement, c'est la grosse cote. Et je pense qu'il aura l'occasion de venir défendre cette théorie-là. Mais vraiment, celle-là, c'est la grosse cote Chaud. du mercato. Bon, bah, merci, mon copain. Merci d'avoir participé à ce petit débat. On a fait notre liste de débats. Merci à toi. C'est C'était à bien. partager, comme d'hab. Et puis, bah, nous, on va se retrouver très vite pour, bah, pareil, soit un nouveau mercato live du FC Copain, soit un débat classique ou un petit débrief de match, vu que la Ligue 1 va bientôt recommencer. On va vous proposer pas mal de choses sur le FC Copain, là, sur la saison 2025-2026. Oubliez pas de parler autour de vous du FC Copain, de partager, liker et commenter. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!